Position. Sexta. Et stop. Doortrit. Prima. Devant, frappe. Devant, doortrit. À l'arrière, stop. À l'arrière, seconde. Weer devant, frappe. Weer devant, prima. Arts martiaux historiques européens, c'est la collection de techniques de combat qui vient des espaces culturels européens et pour lequel on n'a pas un passage de connaissances de maître à élève. On parle vraiment des arts martiaux qui sont morts en fait. On laisse tomber une certaine technique pour le remplacer par une autre technique. Il y a une autre raison pourquoi on les oublie. C'est mieux en fait de parler de connaissances de métallurgique. Une épée, de plus en plus qu'on va approcher dans le temps, une épée va devenir de moins en moins lourde, mais quand même pour les mêmes résistances. Et bien sûr, on a bien sûr le fameux pistolet au moment qu'on a l'introduction de poudre noire. On a beaucoup moins besoin d'en faire une épée et au moment qu'on n'a plus besoin, on ne s'entraîne plus avec. On a le redécouvert des arts martiaux ou des anciennes techniques de combat. On peut dire que ça commence dans les années 90 environ, parce que je pense qu'il y a plusieurs individus qui se posaient des questions au sujet de historique de combat à l'Europe. Peut-être il y a aussi un côté accidentel, qu'en fait il y a des gens qui sont tombés sur les anciens manuscrits ou les anciens livres de combat et se posaient des questions, est-ce que ça fonctionne réellement? En général, en arts martiaux historiques européens, c'est pas l'arme qu'on regarde. On regarde d'abord la source écrite historique. Hein. Tout commence avec un vieux livre ou avec un manuscrit qui nous explique d'une façon ou d'une autre comment un certain type de combat fonctionne. Ouais. Ça commence avec la transcription, hein, parce que souvent c'est écrit à la main ou ils ont utilisé un ancien type de lettre. Après, on a la traduction. Souvent, c'est écrit dans une langue qui est morte, comme le latin par exemple, ou dans une vieille version allemande ou une vieille version française. Et on doit le mettre dans la langue moderne. À partir de là, on a la chose la plus difficile à faire, et ça, c'est l'interprétation. Alors, qu'est-ce que l'auteur voulait nous dire ? D'abord, on doit vraiment bien comprendre que les arts martiaux historiques européens, ça ne parle pas que pour les époques médiévales, mais ça parle en fait que de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. On a même en fait des disciplines des arts martiaux historiques européens qui datent du début du XXe siècle. Alors, on parle vraiment de beaucoup de documentation. Hein. Pour le côté médiéval, on a environ une 150aine qu'on peut utiliser, bien utiliser, et il y a des sources qui sont très difficiles à utiliser, et il y a des sources avec lesquelles on peut quasiment rien faire. Tu dois imaginer en fait, de plus qu'on s'approche de moment maintenant, de mieux sont écrits les manuels de combat. Hein. Le manuel de combat le plus ancien qu'on a pour l'époque médiévale, c'est le 1.33. C'est relativement difficile parce que d'abord, hors le fait que c'est écrit en latin médiéval avec des mots allemands, c'est assez vague quand même. C'est pas toujours clair les choses qu'il veut dire. Il y a même maintenant, il y a des différences entre des clubs d'arts martiaux différentes au sujet de juste l'interprétation d'un livre. Et ça rend les arts martiaux historiques européens aussi si intéressants, parce qu'en fait, on a toujours de quoi discuter, parce que voilà, l'interprétation n'est jamais pareille. Alors, il y a des clubs en France qui sont convaincus que si on n'a que la source historique, oui, ça doit être suffisant. Nous, par contre, on a vu quand même que, dans notre expérience, que la source historique ne suffit pas. Mais on a besoin quand même d'une certaine connaissance des principes des arts martiaux en général et avec ça des principes de, entre autres, biomécanique. Les combats qu'on voit dans les films médiévaux, d'abord ils sont souvent mis en chorégraphie parce que n'oublie pas, au moment que le combat va trop vite, le public ne saisit pas le mouvement. Mais on peut être quasiment sûr, même si moi j'étais pas là à l'époque même, que le combat pouvait pas être comme ça, juste parce que ça va souvent contre tous les principes des arts martiaux en général.
En fait, le plus ancien pour l'époque médiévale, hein, c'est le fameux, pour nous, le fameux MS 133. Bon, c'est un manuscrit qui est écrit sans titre et on n'est pas exactement sûr qui était l'auteur. Un autre livre, une autre source historique qui j'aime beaucoup, là encore une fois je vais utiliser un code d'archivage, c'est le CGM 582 avec le titre de Kunst des Messervechtens, écrit par Johannes Leküchner en 1482. Pour l'épée longue qui est très populaire, c'est le HS 3227A qui est écrit à la fin du XIVe siècle. Comment je peux l'oublier? En fait, c'est le Art Dimocatoria de Filippo Vadi du XVe siècle qu'on utilise aussi beaucoup à Toulouse. C'est tout le nom des gens qui sont déjà morts depuis longtemps, mais qui ont laissé leurs traces sur papier, lequel on utilise maintenant. Si on parle vraiment en fait dans l'époque, hein, oui, il y a des légères ou des différences plus lourdes aussi entre par exemple les manuscrits, les livres italiens et les livres allemands qui sortent au même moment, dans la même période. Oui. Aussi pour la rapière, on voit des légères différences entre l'école espagnole et les écoles britanniques par exemple. Mais sont vraiment, de temps en temps, sont des petites différences, mais ça dépend encore une fois aussi de l'interprétation. Voilà. Alors, les armes et des disciplines qui sont faites dans les arts martiaux historiques européens, pour lesquels on a des sources en tout cas, qui ne sont pas connues au grand public. Bon, d'abord, on a le bocle, hein, le petit bouclier. On a le faucille, on a le faux, on a le bâton. Ce sont des choses qu'on ne voit pas dans les films médiévaux souvent. Hein. On a le langes messer, qui est une arme, qui est une petite épée très typique pour le centre d'Europe dans le 15e et 16e siècle, qu'on ne connaît pas vraiment non plus. L'épée courte, avec le bocle, je dois dire. Oui, c'est une discipline qu'on voit vraiment en gravure. On voit beaucoup de gravures pendant environ 1000 ans dans notre histoire, des gens en civil ou des gens en tenue militaire. Je trouve que c'est un combat fascinant parce qu'on ne le voit jamais dans le film, mais on sait que c'est beaucoup de monde qui ont utilisé les deux armes comme ça. Évidemment, on a aussi des sources pour le combat à main nue. Évidemment, dans toutes les cultures, ça se trouve qu'au moment qu'on a perdu son arme, qu'on va tomber en lutte. Hein. Oui, on a beaucoup de sources pour le combat à main nue. Ça ressemble un peu à le jutsu, souvent. Mais on a dans le 19e siècle, on a le fameux Bartetsu. On connaît le Bartetsu aussi comme le combat de Sherlock Holmes, par exemple. Oui, voilà, je vais directement commencer avec les choses qui est le plus excitant, c'est la différence, bien sûr, entre une épée réelle et une épée qu'on utilise pour les arts martiaux historiques européens. Si on n'a pas, ça c'est une épée, comment ils pouvaient être dans l'époque. Ça veut dire qu'ils sont assez rigides. Hein? Je peux mettre le force latérale, ils sont assez rigides. N'oublie pas, parce qu'on doit pénétrer quand même dans un corps avec. Hein? Aussi, juste pour avoir une idée, vraiment, oui, ça coupe. Bien sûr, des épées comme ça sont trop dangereux pour nous de travailler avec parce qu'on veut étudier comment on va tuer un autre et on ne veut pas vraiment le faire. Alors, des épées typiques pour les arts martiaux historiques européens, ils ne sont d'abord pas affûtés et ni pointus. Même sur la pointe arrondie, on va mettre encore un bout de cuir pour éviter le dégât. En plus, les épées pour les arts martiaux, ils sont assez flexibles. Pour les différentes épées, hein, on a l'épée à une main, on a l'épée à deux mains, mais bien sûr, rien dépasse le fameux épée longue, où ça s'est tenu en fait vraiment aussi à deux mains. Une épée comme ça, c'est pas si lourd, ça va très vite. Et on a beaucoup de, quand même s'ils ne sont pas affûtés ni pointus,
on a quand même pas mal de blessures avec ça. Bon, ça c'est un boucle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un petit bouclier qui est tenu avec une main. Si on le fait sans protection, on va avoir quand même pas mal de dégâts parce qu'un art martial, bien sûr, est fait quand même pour tuer un autre. Bien sûr, pour les filles qui pratiquent, c'est quand même assez important quand même de porter aussi des protections par rapport au buste. Il y a bien sûr la gorge qui peut faire, on vise beaucoup ici. Si on passe un estoc directement sur la gorge, même si ce n'est pas tellement fort, on peut faire des dégâts énormes. Les vestes sont conçues spécialement pour des arts martiaux historiques. Il y a plusieurs modèles qui existent. On utilise des masques d'escrime normales. Par contre, pour nous, on regarde plutôt aussi vers la qualité, comment l'intérieur est fait, juste parce que les frappes physiques sur le grille même, ils sont plus importants que dans l'escrime moderne. La chose qui fait énormément mal, bien sûr, c'est les mains. On tient bien sûr l'épée et au moment que l'épée va vers le devant, on a directement quand même une cible. N'empêche, ça peut faire assez mal aussi. Alors, des avant-bras. Et maintenant, Marine, hein, prêt pour aller jouer. Hop, voilà. On y va. Et on a des clubs partout en France. Et on a aussi une fédération française des arts martiaux historiques européens depuis court. Oui, le développement va relativement vite maintenant grâce à la fédération. On a des rencontres internationales des arts martiaux historiques européens, comme ici en France et en Dijon. Bon, on le connaît comme les HIMAC Dijon, le Historical European Martial Arts Gathering. On a en Vienne, on a le Drain Event, on a Fight Camp en Angleterre, on a Swordfish en Suède. Le premier conseil que je donne à quelqu'un qui veut faire des arts martiaux historiques européens, c'est chercher un club dans leur ville et d'abord regarder comment ça passe au club. Nous, en Toulouse, on est très carré. Alors, si on voit une situation qui peut être dangereux par rapport à un comportement de nouveaux membres, il ne sera pas admis au club, par exemple. Mais en fait, on ne peut pas attendre qu'on va directement frapper sur un autre depuis le premier jour. Non, ça ne sera pas le cas, non.